Alors, on va commencer la discussion par un petit jeu. C'est le moment de l'humiliation, messieurs. Allez. Saurez-vous découvrir de quels animaux s'inspirent les innovations qu'on va vous présenter? Vous pouvez évidemment jouer à la maison. D'abord, de quel animal s'inspirent toutes les technologies de routage GPS dont on se sert au quotidien? Le GPS Je au connais le quotidien. GPS. Il s'inspire de quel animal? Ça s'inspire. La cigogne, enfin, ou les abeilles, c'est les oiseaux, ou les animaux Ah, j'aurais qui dit arrivent à l'aigle, moi. rejoindre. Ah ouais, non. Ah, c'est un oiseau, hein? Non, c'est un insecte. c'est Un insecte qui a cette faculté comme ça à trouver son chemin, à se repérer facilement, La punaise des bois. à être très organisé en groupe. Elle est organisée, la fourmi. La fourmi. C'est vrai. Ça a vraiment inspiré le GPS. Ah oui, c'est complètement vrai. Il y a plusieurs espèces qui ont des capacités de navigation hors normes, mais c'est vrai que chez les fourmis, je pense par exemple à la fourmi du Sahara, il y a des fourmis qui sont capables de trouver de la nourriture en se déplaçant sur plus de 600 mètres, le tout en zigzagant. Et à un moment donné, quand il faut rentrer à la colonie, elles prennent un raccourci. Et ce sont ces phénomènes de raccourcis qui sont intéressants. On ne connaît pas encore bien tous les mécanismes qui sont associés, mais ça, en tout cas, ces raccourcis... C'est pas que de la mémoire. C'est de la mémoire, c'est de la navigation, donc c'est des repères spatiaux, sonores, probablement aussi des notions de mouvement, de flux d'air. Enfin, c'est extrêmement complexe. Et ce qui est intéressant, c'est fascinant, et ça a été modélisé d'un point de vue mathématique, donc ça a donné lieu à des algorithmes qui ont été transposés, notamment pour créer des GPS. Et là aussi, ça a un intérêt écologique, parce qu'en fait, c'est utilisé par exemple par des camions qui récoltent les déchets, et donc qui prennent davantage de raccourcis, et ça peut donner lieu à des gains de carburant. En utilisant des phéromones qui sont des substances chimiques odorantes, parce que la fourmi n'a pas beaucoup de mémoire, donc pour communiquer entre elles, quand elle trouve une source de nourriture et qu'elle revient au bercail, elle balise le terrain. Elle laisse un message. Et comme l'autre prend le même terrain, elle balise aussi. Et donc petit à petit, c'est de plus en plus balisé. Et donc on sait qu'il faut prendre ce chemin-là. Puis quand il n'y a plus de nourriture, ça s'évapore et il n'y a plus de chemin. Allez, une deuxième innovation. Regardez ces skis qui s'appellent les skis Stockley, c'est ça. Alors qu'est-ce qu'ils ont de particulier d'abord ces skis? En fait, ils sont inspirés de. Vous voyez une carapace. Pardon. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Ils se déforment. C'est-à-dire qu'ils sont à la fois souples et rigides. Souple et rigide. Vous avez commencé carapace. Carapace, ouais. Vous continuez par tortue. Ils sont très forts. Oh là, mais quel talent! Mais oui, la tortue a une carapace avec des formes polygonales, vous voyez. Et en fait, entre ces polygones, la tortue respire, parce que c'est un mammifère qui va prendre de l'air à la surface, elle a des poumons. Et cette carapace, elle se déforme légèrement. Ben, Stockley, ils ont voulu avoir un ski qui soit à la fois performant dans les virages et dans les pentes. Et donc, ils ont développé une espèce de système multilame avec des morceaux du ski qui se déforment pour être à la fois souple et rigide. Il y a plein d'innovations. Le mimétisme, c'est aussi du sport de haut niveau et parfois assez fun. Vous avez un fabricant de clubs de golf qui s'appelle Ping, qui a développé une tête de club inspirée de l'aile de libellule. Kitine, qui est à la fois extrêmement légère et extrêmement robuste. Vous avez une jeune boîte du côté de Guettari à Biarritz qui fait des dérives de surf, ça s'appelle S-Wings, des dérives de surf inspirées des nageoires de poissons, pour être plus ou moins en virage court ou travailler un peu plus au long cours. Donc il y a plein d'innovations bien inspirées dans le sport. C'est pas que de la science très très sérieuse, on est là pour traiter des enjeux extrêmement sérieux en prenant comme modèle le vivant qui a fait ses preuves, mais parfois il y a des applications qui peuvent être assez ludiques. Allez, dernière petite question. Quel animal a inspiré la fabrication de cet adhésif que vous voyez là? Sachez juste qu'il est très très résistant. 40 cm² posés sur une surface peuvent supporter jusqu'à 300 kg. Plus de 300 kg. Ah, je sais. Ah, vas-y. Dis-nous. Je sais pas comment ça se prononce. C'est le gecko ou le gecko. Bien joué. Avec ses mains, il a des mains qui s'agrippent partout. Et ça s'appelle le Gekskin, c'est ça? Gekskin, c'est une boîte américaine qui a développé ça. Le gecko, il a la particularité, comme vous le savez, d'adhérer sur à peu près tout. Oui, il a plusieurs milliers de poils au millimètre carré sur chacun de ses doigts, sur chacune de ses pattes, et chacun de ses poils se subdivise en une centaine de spatules. Il est capable d'adhérer grâce à cet effet d'adhésion quasiment atomique, effet Van der Waals, et puis son doigt, il le tord à 180 degrés, et cette torsion crée un angle qui lui permet de se coller, de se décoller quasiment à volonté. Ah oui, d'accord. Emmanuel Puy-de-Pas, ce que vous nous dites dans votre livre, c'est qu'on a tout à apprendre de la nature, parce que nous, en fait, humains, on est un petit peu nuls, on n'est pas si évolués que ça, non, mais par rapport à d'autres espèces. Je ne le dis pas aussi crûment. Non, mais ce qui est sûr,
c'est que la vie, elle est là depuis presque 4 milliards d'années. Ça fait 4 milliards d'années qu'elle évolue, qu'elle optimise, qu'elle innove. Et nous, on est là seulement depuis 2 millions d'années. Ouais. Selon les définitions de l'espèce humaine, disons d'à peu près 2 millions d'années. Donc c'est sûr qu'on a beaucoup, on a tout à apprendre. On a tout à apprendre, sans compter que on a que, je parle seulement des espèces animales, on a 2 millions d'espèces animales connues. Il n'y en a que 10 000 de décrites environ, donc je vous laisse imaginer tout le potentiel de découverte qu'il y a encore. Si en plus on les observe et on les étudie avec une idée sous-jacente d'en faire quelque chose. Voilà. Anne-Marie nous demande, est-ce que les espèces les plus anciennes sont les plus intéressantes à imiter? Pas forcément. Alors, ce qui est sûr, c'est que les plus anciennes, on pourrait se dire, elles sont là depuis tellement longtemps qu'elles ont su s'adapter, y compris pendant des périodes extrêmement difficiles, notamment les grandes extinctions. Donc, on pourrait se dire, si elles ont survécu pendant aussi longtemps, ce sont les ancêtres qui sont là aujourd'hui, c'est pas les mêmes, mais si elles ont survécu aussi longtemps, c'est qu'il y a probablement quelque chose d'extraordinaire à en retirer. Oui. Et en même temps, j'ai envie de dire pas forcément, parce que ça dépend vraiment des questions qu'on se pose. En fonction des questions qu'on va se poser, on peut aller chercher des modèles un peu différents dans la nature. Et il y a aussi des espèces actuelles qui sont probablement extrêmement intéressantes, sinon plus que les anciennes à étudier, parce que les changements en ce moment du milieu sont extrêmement rapides, et on s'est rendu compte qu'en très peu de générations, certaines pouvaient aussi s'adapter et changer d'un point de vue morphologique. Donc c'est extrêmement aussi intéressant de regarder comment les espèces actuelles vont s'adapter à des changements extrêmement rapides. Et l'homme a la même capacité d'adaptation, d'évolution, c'est plus lent? C'est trop tôt pour vous répondre, on est là que depuis 2 millions d'années. J'ai envie de vous dire oui, mais encore une fois, on est une goutte d'eau à l'échelle de l'évolution. Oui. On a très peu de recul sur l'espèce humaine. Si on revient sur les espèces anciennes, par exemple, on pense à un petit ver marin qu'on connaît tous, qu'on a vu forcément à la plage. Et alors lui, il pourrait sauver des vies? En tout cas, on voit souvent le petit serpentin de sable qu'il fabrique là, quand on marche à marée basse, en Bretagne par exemple. Oui, il a 450 millions d'années, lui, c'est quand même pas mal. Il s'appelle l'Arenicola marina, et un chercheur du CNRS qui a maintenant créé une entreprise qui s'appelle Emarina, le chercheur s'appelle Frank Zal. Lui s'est intéressé à ça parce que il s'est intéressé à la façon qu'avait ce ver marin de pouvoir survivre à marée basse. C'est-à-dire qu'en fait, lui, c'est un spécialiste du flux sanguin. Et il s'est posé une question de chercheur du CNRS, pardon Emmanuel, mais honnêtement, on a marché 1 million de fois là-dessus sans se poser la question. Il s'est dit, comment est-ce que ce ver fait-il pour respirer à marée basse? D'accord? Parce que c'est la mer qui lui apporte son oxygène, et donc pendant 6 heures, il est en apnée. Ouais. Donc il a étudié son hémoglobine, il s'est rendu compte qu'il transportait l'oxygène pas comme nous avec des globules rouges, qu'il séquestrait à peu près 150 fois plus d'oxygène que nous. Et ce qui est absolument génial dans cette approche-là, qui est en train d'avancer, c'est que cette hémoglobine, elle est compatible avec tous nos résus humains, elle est transfusable à l'homme, et elle est lyophilisable. C'est-à-dire vous pouvez en faire une poudre, le compléter avec un liquide pharmaceutique, et vous avez une poche de sang sur un drame sanitaire ou sur un terrain. Et quand vous appliquez ça à un greffon qui est dans la même situation que le ver marin, c'est-à-dire qui est privé de son apport d'oxygène, vous pouvez augmenter la durée de vie de 2 à 3 jours du greffon en attente de greffe. Mais ça veut dire qu'il y a plein d'espèces comme ça qui pourraient nous aider à vivre plus longtemps, mieux. On peut même aller plus loin. Vous avez des ancêtres de certaines protéines actuelles. Donc là, on est à plus de 3 milliards d'années, qui ont des implications dans les cancers, dans des nouvelles molécules, comme la morphine, par exemple. Le mamba, je pense à la mambalgine, qui est une protéine qui est issue du mamba, un serpent extrêmement dangereux, d'ailleurs, au passage. Et donc, dans son venin, on peut extraire d'ailleurs, c'est une équipe française qui a fait ça, extraire une molécule, en l'occurrence une protéine, la mambalgine, qui a des effets aussi forts que la morphine en termes d'antidouleur, mais sans effet secondaire. Et des exemples comme ça. Parlez-nous aussi du ratope, parce qu'on l'aime beaucoup dans la quotidienne. Le ratope, on l'a déjà montré. Il n'a pas de cancer. Alors, sauf à de très rares cas, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un animal qui vit qui peut vivre jusqu'à 30 ans, là où ses proches cousins vivent 2 à 3 ans. Donc, c'est 10 fois plus. Donc, par rapport à des mécanismes du vieillissement, c'est assez exceptionnel. Très peu de cancer, pas de maladies cardiovasculaires, des neurones qui se régénèrent. Enfin, il y a tout un tas de caractéristiques chez cet animal qui, effectivement, sont étudiées pour essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait potentiellement appliquer certains mécanismes à l'espèce humaine. Après, il faut faire attention aux dérives potentielles. Le but du jeu, c'est pas de devenir immortel. Il y a aussi, toujours dans cet ordre d'idée, il y a un homard, je crois, qui vieillit pas. Oui, le homard, qui est rajeuni. Oui, qui revient à un stade de polype. Et encore une fois, tous ces exemples-là, il faut vraiment faire attention aux dérives potentielles qu'elles peuvent engendrer, même si d'un point de vue purement biologique, c'est tout à fait exceptionnel. Cette méduse qui revient à un stade juvénile, c'est une sorte de... C'est formidable. Le Benjamin Button. C'est ça, et la quête de l'immortalité, ça peut faire partie des dérives, je pense, de la bioaspiration. Vous avez d'autres exemples un peu plus proches de nous en termes d'application, et ça va vous plaire aussi. L'ours brun hiberne.
Eh bien. Et il est capable, quand il sort de son hibernation, au bout de 6 à 7 mois, quasiment de courir à 100 mètres. Quasiment immédiatement. Tout de suite. Il se réveille. Tellement il a faim. C'est Tellement ça. il a faim, mais Cavale. tellement il perd pas de masse musculaire, en fait, c'est surtout ça. Ah oui. Alors que nous, si on est alité pendant 15 jours, Bien sûr. 1 mois ou 2 mois, je C'est vous un pas raconte de pas boue, les, ouais. je vous raconte pas les dégâts. Donc il y a Fabrice Bertine, notamment au CHU à l'Université de Strasbourg, qui travaille sur la façon qu'il a de lutter contre l'atrophie musculaire, ce qui peut être extrêmement utile pour les enfants ou les personnes âgées, ou pour aider sur des vols longs à Ah, oui. envoyer des cosmonautes dans l'espace. Après, Ou ça, des ça- personnalités. Ou des personnalités. Et c'est de nouveau une protéine. d'ailleurs. Et oui. Et alors ça concerne notre santé, mais il y a aussi plein de choses qui domaines. s'inspirent dans Tous d'autres les domaines. domaines, l'habitat. Les transports, les matériaux, l'architecture. Est-ce que l'écologie. vous avez des exemples comme ça en tête, je sais pas, sur l'habitat? Bah, Il y a plein de, il y a une grande effervescence aujourd'hui en matière d'architecture, d'urbanisme, parce qu'on considère nos écosystèmes urbains comme des espaces de vie qui doivent eux-mêmes développer de la résilience, aptitude à résister au choc, et parce que la ville, nos écosystèmes urbains, concentrent les grands enjeux écologiques de demain. Si je prends l'exemple de la climatisation. La climatisation, c'est une bombe énergétique en puissance, ce qui n'est pas loin le temps où on consommera plus d'énergie pour se refroidir que pour se chauffer. Eh bien, vous avez un précurseur qui s'appelle Mike Pierce au Zimbabwe, qui est un architecte. Il y a 20 ans, il s'est inspiré des termitières pour créer une autoventilation passive quasiment à zéro consommation d'énergie pour créer un système de climatisation. La termitière au Zimbabwe, c'est déjà de la belle termitière. On qui en peut a une, monter là, regardez. Voilà, Eh qui ben. peut monter à 10 ou 15 mètres de haut et qui descend à 20 ou 25 mètres. La termite utilise un champignon pour prédigérer les végétaux dont elle se nourrit. Ce champignon-là, il vit bien autour de 20 degrés, mais il fait 45 dehors. Et donc, elles ont inventé, c'est là où la bio-inspiration devient aussi parfois un peu mystique, elles ont inventé un système de cheminée de ventilation avec des clapets qui sont ouverts et fermés à la base de la termitière, et puis un peu de terre qui est rajouté en haut pour augmenter l'effet aspirationnel. Vous avez un courant d'air qui va ventiler le bâtiment d'une certaine manière de cette façon-là. Et donc Mike Pierce l'a créé pour un bâtiment qui s'appelle Eastgate Building au Zimbabwe, à Harare, la capitale du Zimbabwe. Ce sera pour un autre quiz. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne très bien. Et vous avez un architecte français qui s'appelle Nicolas Vermutello qui l'a appliqué sur cette église au C'est Sénégal. là qu'on voit là. Je peux vous poser une question. Là, on n'est pas sur l'évolution de l'espèce. L'animal se transforme pour s'adapter à son environnement. On est sur la construction extérieure à l'animal. Comment on explique qu'un animal soit capable d'inventer cela, même si c'est sur plusieurs générations? Alors ça, Bah, on n'a pas toutes les réponses sur ces questions-là. Ce qui est sûr, c'est que la termite, si elle veut survivre, elle est obligée de trouver un moyen pour justement maintenir une température constante à l'intérieur de la termitière. Et si elle n'arrive pas à maintenir la température constante entre que ce soit la nuit ou dans la journée, le soir, elle va boucher les conduits qui sont souterrains, elle va les boucher le soir pour garder de la chaleur la nuit. Donc, si elle n'y arrive pas, elle ne peut pas se nourrir. Ouais. Alors, Donc, on voit qu'il y a énormément faut innover pour survivre. d'applications. Ça, Il nous c'est sûr. reste peu de temps, mais quels sont les pays qui sont les plus en pointe aujourd'hui sur le biomimétisme, sur cette capacité à imiter la nature? alors la France en fait partie. Il y en a 3 ou 4 pour schématiser. Les États-Unis, parce qu'il y a un pragmatisme américain qui fait que le lien entre la recherche et l'application et on va dire le business est fait assez rapidement. Et puis ils ont eu quelques fers de lance, comme une américaine qui s'appelle Janine Benyus, qu'il faut citer, qui a bien démocratisé, synthétisé cette approche-là il y a une vingtaine d'années. Le pays le plus structuré, le plus en avance, et qui est un pays européen, c'est une fois de plus l'Allemagne, Ouais. Ah, ouais, qui depuis 15 ou 20 ans a beaucoup investi, y compris en investissement public, pour structurer des réseaux entre des universités et des grandes filières industrielles. Le Japon s'intéresse aussi beaucoup au sujet. Et la France, on est très bon. C'est-à-dire que contrairement Vous allez me à citer ce la qu'on- Nouvelle-Aquitaine, j'espère. par exemple, la Nouvelle-Aquitaine qui s'intéresse à ça et en fait Qui une est feuille en de route pointe. stratégique, mais on a de l'excellence académique en France. On a souvent des chercheurs dans ces domaines-là qui sont des pointures mondiales. On a un réseau industriel qui de plus en plus s'intéresse à ces questions-là pour des Mais on raisons- manque d'investissement, vous allez dire, non? On Oui, manque toujours un peu d'investissement, on manque de public, liens. Et d'investissement privé, les structures de levée de fonds pour les investisseurs privés manquent à tout niveau, notamment dans le biomimétisme. Et en Alors- Nouvelle-Aquitaine, c'est ce qu'ils disent aussi un petit peu. Enfin, là, Mais si je peux me les permettre, recherches, on c'est manque en long. premier lieu de formation. Oui. La Bien sûr, science il y a est aussi la formation. la science est de moins en moins enseignée.
on offre de formation pour les jeunes, y compris en master. Je pense qu'en master, si je me trompe pas, on doit être peut-être à 2 masters en biomimétisme, peut-être On en a 3. 2 qui se lancent actuellement. Qui se lancent. En Allemagne, ils en ont 20, une vingtaine à peu près. Ah là là. On manque de réseau, entre chercheurs. Moi, j'ai été recrutée dans une section interdisciplinaire du CNRS. Donc, pour moi, l'interdisciplinarité, j'en ai toujours fait, ça me pose pas de problème. C'est pas le cas pour tout le monde. On manque de réseau entre chercheurs, on manque de réseau entre le public et le privé. On manque évidemment de budget. Voilà, un chercheur, ça passe beaucoup de temps à chercher des sous. On manque de beaucoup de choses. Et vous avez des entreprises c'est pas qui l'envie qui viennent manque. vers vous? Très rarement. Ah oui, c'est Très rarement. vous qui démarchez? Oui, beaucoup plus souvent. Et c'est vrai que quand je démarche, je manque aussi d'interlocuteurs. Alors je cherche, ça fait partie de mon travail aussi. Oui. Mais très clairement, pour un projet chimpanzé, s'inspirer de leur manière qu'ils ont de faire de l'automédication, c'est-à-dire de choisir les bons végétaux pour se prémunir du paludisme, par exemple. On a un projet là-dessus avec une collègue du muséum. Ils vont créer leur propre répulsif, les chimpanzés. Exactement. Ils font leur nid. Ils font un nid quotidiennement en utilisant des végétaux, certainement pas de manière aléatoire. Là où ils font leur nid, il y a moins de moustiques, il y a moins de tiques, avec toutes les maladies qui vont avec. Le paludisme, ça tue 500 000 par an. Vous avez, excusez-moi, mais vous avez tenté, parce que moi je regarde beaucoup les sites participatifs. Moi je vais beaucoup sur les sites participatifs. J'en trouve rarement. J'en trouve beaucoup sur la biotechnologie. Pas seulement en France d'ailleurs, et pas trop sur le biomimétisme. Vous avez tenté ça, je ne sais pas, mais ça marche vraiment. Il y a de plus en plus d'investissements privés, il y a de plus en plus de grands groupes industriels. On compte une centaine de grandes entreprises aujourd'hui qui s'intéressent à ça. Il y a à peu près 200 laboratoires de recherche en France, rien qu'en France, qui travaillent plus ou moins sur ces aspects. C'est pas tout le labo qui travaille là-dessus. Ce que j'appelle moi la Biomime French Tech, d'après nos calculs, c'est à peu près 300 millions d'euros de levée de fonds. Donc c'est l'avenir. Des boîtes qui souvent ont levé 30 ou 40 millions d'euros. Donc on commence à avoir une filière. On n'arrête pas. C'est pour ça qu'on bosse en complémentarité. C'est pour ça qu'on bosse en complémentarité pour voir comment lier ces univers industriels et de la On recherche. s'écarte un peu du sujet. Non. Le cœur du sujet, je pense, c'est d'abord 2 choses. Il faut faire attention à biomimétisme. On ne mime pas, parce que justement, on parlait du GECO tout à l'heure. Il y a plein d'exemples. On n'arrive pas à reproduire ce qu'ils font. Ça, c'est la première chose. On s'en inspire. Et la deuxième chose, c'est que on a vraiment j'ai perdu le fil, mais c'est pas grave. Non, mais ce qu'on comprend, en tout cas, à travers ce que vous nous dites, c'est que il y a des milliers, des millions de choses encore à découvrir et qu'il faut miser là-dessus. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. L'intérêt de la bio-inspiration, c'est qu'il faut qu'il y ait un retour vers la biodiversité. Sinon, ça n'a pas de sens. Le business ne me dérange pas si ce business est utile pour tout le monde. Il faut du gagnant-gagnant pour les partenaires privés, pour le public et en premier pour le vivant. Parce que moi, si je fais de la bio-inspiration, c'est pour qu'il y ait un retour de l'argent vers mais avec des millions de guillemets, les chimpanzés, les orang-outans, les éléphants, les écrevisses. Sinon, pour moi, ça n'a pas de sens. Et c'est pour ça que le biomimétisme est un sujet d'actualité. C'est parce que ce qui est nouveau, c'est pas le biomimétisme, ce sont nos enjeux. Et s'inspirer du vivant pour répondre à nos enjeux d'aujourd'hui, environnementaux, biodiversité, climat, etc. C'est ça qui alimente la réflexion en matière de biodiversité. Ce sera la conclusion du jour. Merci beaucoup d'être venus. C'était vraiment passionnant de vous écouter tous les deux. Merci à Marine Le Noël qui vous a invité sur ce plateau.